se retrouve aujourd'hui autour d'une nouvelle vidéo qui, comme promis, va parler du nouveau gouvernement qui a été mis en place suite à la démission d'Elisabeth Borne le 8 janvier dernier. Alors comme avant chaque remaniement, tout le monde avait son petit pronostic concernant le choix du prochain Premier ministre. Certains parlaient de Julien Denormandie qui a été entre autres ministre de l'Agriculture jusqu'en mai 2022. Et d'autres pensaient que ce serait Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui succéderait à Elisabeth Borne. Finalement, Emmanuel Macron a décidé de nommer Gabriel Attal Premier ministre. C'est dès l'âge de 17 ans que Gabriel Attal s'engage en politique au Parti socialiste. Très vite repéré, il devient membre du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine dès 2012. Dès 2016, il rejoint En Marche, le parti fondé par Emmanuel Macron. Il est élu député en 2017 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. À l'Assemblée, il est membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. En 2018, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse dans le second gouvernement d'Édouard Philippe. Il devient ainsi, à l'âge de 29 ans, le plus jeune membre du gouvernement sous la Ve République. Gabriel Attal est ensuite nommé porte-parole du gouvernement Castex, fonction qu'il exercera de 2020 à 2022. Après la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement Borne. Réélu député dans la foulée, il n'occupe pas cette fonction afin de rester au gouvernement. En juillet 2023, Gabriel Attal est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors même que Jordan Bardella, président du Rassemblement national, essuyait encore, il y a quelques mois, d'innombrables critiques concernant son âge, la nomination de Gabriel Attal participe à normaliser la jeunesse en politique. Ce qui est certain, c'est qu'à 28 et 34 ans, tous deux semblent voués un jour à s'affronter pour le sommet du pouvoir. En attendant, Gabriel Attal sera un Premier ministre de campagne pour tenter de contrer le Rassemblement national pour les prochaines échéances politiques. Alors, la jeunesse est-elle un atout en politique ? C'est ce que nous verrons déjà d'ici les prochains mois lors des élections européennes. Si la carrière de Gabriel Attal impressionne par sa fulgurance, elle ne lui a pas permis de mener de changements significatifs avant son accession à la rue de Grenelle. Gabriel Attal a sauté de ministère en ministère sans jamais avoir eu le temps d'y laisser une marque durable. Son action au ministère de l'Éducation nationale, qu'il occupait seulement depuis 6 mois, reste son seul fait d'armes. À Matignon, Gabriel Attal a emporté avec lui ses amis de toujours, sa meute. Ils s'appellent Fanny Anor, Maxime Cordier, Antoine Le Sieur, Louis Jubelin et forment à eux 4 la meute du nouveau chef du gouvernement. Avec son écharpe rouge, Fanny Anor est celle que vous n'avez pas pu louper en arrière-plan lors de la cérémonie de passation de pouvoir mardi 9 janvier. Diplômée de l'École normale supérieure de Lyon et ancienne professeure d'histoire-géographie, elle l'a accompagnée dans toutes ses fonctions depuis son arrivée au gouvernement en 2018. À Matignon, elle secondera Emmanuel Moulin en tant que directrice adjointe du cabinet. Louis Jubelin a lui 38 ans et il va devoir gérer l'image du Premier ministre. Il a fait ses armes à droite dans les années 2000, notamment aux côtés de Jean-François Copé à l'UMP. Il rencontre Gabriel Attal quand celui-ci est nommé secrétaire d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Louis Jubelin devient vite son monsieur média, il est derrière toutes ses interviews. À 28 ans, il est le Benjamin de la bande. Antoine Le Sieur a été l'assistant parlementaire de Gabriel Attal quand il était député, puis tour à tour conseiller politique, chef de cabinet et chef de cabinet adjoint. Maxime Cordier planifie, organise et coordonne tout. Le Premier ministre et lui se sont rencontrés à Sciences Po Paris et se sont affrontés idéologiquement lors de la campagne présidentielle de 2007.
En effet, Maxime Cordier défendait le candidat Nicolas Sarkozy, tandis que son camarade de promotion socialiste soutenait Ségolène Royal. Quelques années plus tard, Cordier et Attal, tous deux partisans de la Macronie, se retrouvent en 2020 lorsque Gabriel Attal est nommé porte-parole du gouvernement. Rachida Dati est la surprise de ce nouveau gouvernement. Elle est nommée ministre de la Culture et remplace ainsi Rima Abdul-Malak. Magistrate de profession, Rachida Dati devient en 2002 conseillère ministérielle de Nicolas Sarkozy, dont elle est porte-parole lors de sa campagne victorieuse pour l'élection présidentielle de 2007. Elle est ensuite garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein des gouvernements François Fillon 1 et 2. Et cela fait d'elle la première personnalité politique née de parents immigrés maghrébins à occuper un ministère régalien dans un gouvernement français. En tant que garde des Sceaux, elle instaure les peines planchers, réforme le code pénal des mineurs, modifie la carte judiciaire, crée des fonctions de défenseur des droits et de contrôleur général des lieux de privation de liberté, et elle soutient également la révision constitutionnelle de 2008. Députée européenne de 2009 à 2019 et maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, elle est tête de liste des Républicains aux élections municipales de 2020 à Paris, lors desquelles ces listes finissent en deuxième position au second tour derrière celle d'Anne Hidalgo. Elle devient ainsi présidente du principal groupe d'opposition au Conseil de Paris. Elle est aussi conseillère de la métropole du Grand Paris. Même si son parcours est un véritable exemple de méritocratie, Rachida Dati est mise en examen pour corruption passive depuis 2021. Elle est en effet soupçonnée d'avoir touché 900 000 € de la part de Renault pour des prestations imaginaires. Concernant Rachida Dati, les critiques vont bon train, notamment du côté de son propre camp, les Républicains. Son entrée au gouvernement Attal intervient après une série de débauchages de la part d'Emmanuel Macron dans le rang des LR depuis 2017. Cela affaiblit un peu plus le parti de droite. Éric Ciotti a même annoncé vouloir exclure l'ancienne sarkozyste des Républicains. Stéphane Séjourné est lui aussi un nouvel arrivant du gouvernement Attal. Il a été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il remplace ainsi Catherine Colonna. D'abord membre du Parti socialiste où il soutient Dominique Strauss-Kahn, il est conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie et participe au lancement des Jeunes avec Macron, puis de En Marche. Après sa première élection, Emmanuel Macron le nomme conseiller politique. En décembre 2018, il quitte l'Élysée pour devenir directeur de campagne et candidat de la liste La République En Marche pour les élections européennes de 2019. Élu député européen, il préside le groupe Renew Europe à partir de 2021 après avoir présidé sa délégation française. Il est de nouveau conseiller d'Emmanuel Macron de fin 2020 à octobre 2021. En septembre 2022, il est nommé secrétaire général de Renaissance. Vous l'aurez compris, Stéphane Séjourné est un fidèle de Macron. C'est aussi le compagnon de Gabriel Attal, le Premier ministre, ce qui lui a valu quelques critiques. Catherine Vautrin a été nommée ministre du Travail, de la Santé et de la Solidarité. Elle a donc remplacé Olivier Dussopt en tant que ministre du Travail, Agnès Firmin-Lebaudot en tant que ministre de la Santé et Aurore Berger en tant que ministre de la Solidarité. Ancienne membre des Républicains, elle est députée de la 2e circonscription de la Marne de 2002 à 2004, puis de nouveau de 2007 à 2017. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale de 2008 à 2017. Elle est conseillère municipale de Reims depuis 2008 et présidente du Grand Reims d'avril 2014 jusqu'en janvier 2024. Et enfin, depuis septembre 2022, elle est présidente de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Rappelez-vous, en 2022, avant la nomination d'Elisabeth Borne, on parlait déjà de Catherine Vautrin en tant que potentielle prochaine première ministre. Marie Lebec a été nommée ministre chargée des relations avec le Parlement. Elle remplace ainsi Franck Riester.
Elle s'engage en politique en devenant d'abord membre de la droite française, puis intègre En Marche en 2016. Lors des élections législatives de 2017, elle est élue députée dans la 4e circonscription des Yvelines. À l'Assemblée nationale, elle est porte-parole du groupe La République En Marche en 2019, puis première vice-présidente entre 2019 et 2022. Aurore Bergé change de poste, elle a été nommée ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle remplace ainsi Bérangère Couillard. Aurore Bergé, jusqu'alors ministre des Solidarités et des Familles, change de poste, elle est désormais ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle remplace ainsi Bérangère Couillard. D'abord cadre de l'UMP puis des Républicains, elle est élue conseillère municipale de Magny-les-Hameaux et conseillère de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en 2014. Elle rejoint ensuite l'équipe de campagne d'En Marche en vue de l'élection présidentielle de 2017. Elle est élue députée de la 10e circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017. À l'Assemblée nationale, elle est membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Elle devient porte-parole de La République En Marche de janvier 2019 à septembre 2020. Tête de liste dans les Yvelines pour les élections régionales de 2021 en Île-de-France, elle est élue conseillère régionale. Dès 2020, elle devient présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle fait donc partie, elle aussi, des fidèles d'Emmanuel Macron. Prisca Thévenot est nommée porte-parole du gouvernement à la place d'Olivier Véran. Elle obtient également le poste de ministre déléguée chargée du renouveau démocratique. Elle est porte-parole de La République En Marche depuis novembre 2020. Elle est élue députée dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine lors des élections législatives de 2022. Au sein du gouvernement Borne, elle était secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. En plus de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Amélie Oudéa-Castéra prend en charge l'éducation nationale. Mais seulement quelques jours après sa nomination, elle a enchaîné les polémiques. Les premières critiques débutent lors de son déplacement au collège Saint-Exupéry d'Andrézy, dans les Yvelines. Elle est interpellée sur la scolarisation de ses 3 enfants dans le privé à Stanislas. Ce prestigieux établissement privé du 6e arrondissement de Paris, qui comprend également un collège et un lycée, a été accusé de promouvoir des idées ultra-conservatrices dans une enquête réalisée par Mediapart. En répondant aux journalistes, la ministre a semblé mettre en cause l'école publique en évoquant notamment sa frustration de voir des paquets d'heures pas sérieusement remplacés qui l'auraient alors poussé, comme des centaines de milliers de familles, à faire le choix d'aller chercher une solution différente. Ces propos ont logiquement été vécus comme une provocation par les syndicats, dénonçant des propos lunaires et provocateurs contre le service public de l'éducation. 2 jours plus tard, le journal Libération a publié un article dans lequel il citait l'enseignante du fils du couple Oudéa-Castéra. Selon elle, seul le fils aîné d'Amélie Oudéa-Castéra était brièvement scolarisé dans le public, en petite section de maternelle, en 2009, à l'école Littré, dans le 6e arrondissement de Paris. Elle affirme qu'Amélie Oudéa-Castéra et son mari ont en fait décidé d'envoyer leur fils à l'école Stanislas parce qu'ils souhaitaient lui faire sauter une classe, chose à laquelle l'école Littré était opposée. L'enseignante, aujourd'hui à la retraite, affirme dans cet article n'avoir jamais été absente durant les 6 mois où le fils de la ministre a fréquenté sa classe. Accusée d'avoir menti, de nombreux syndicats ont réclamé la démission d'Amélie Oudéa-Castéra seulement quelques jours après sa nomination. Certains autres ministres restent à leur poste, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Sébastien Lecornu, Sylvie Retailleau, Christophe Béchu et Marc Fesneau. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un gouvernement plutôt marqué à droite, alors que Gabriel Attal, Premier ministre, a une formation de gauche. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, mais des ministères manquent à l'appel,
comme le ministère des collectivités territoriales, le ministère du logement par exemple. On pourrait se demander pourquoi il n'y a pas de ministère du logement, alors que la France connaît une grave crise du logement. On pourrait évidemment se poser la question de la priorité de ce type de sujet pour ce gouvernement. Gabriel Attal a tenu à rassurer les Français. Il a affirmé que ce type de sujet n'en était pas moins important, puisque des secrétaires d'État et des ministres délégués pourront s'y consacrer pleinement. En attendant, l'annonce de ces ministres délégués et de ces secrétaires d'État-là se fait aussi attendre. Vous l'aurez remarqué également, beaucoup de ministères ont été regroupés ensemble. Alors ce n'est pas une première. Au cours de la Ve République, de nombreux ministères ont été plusieurs fois renommés, associés les uns aux autres, tandis que d'autres ont tout bonnement disparu. Au fil des remaniements, le ministre de l'Environnement sous François Mitterrand est devenu celui de l'écologie sous Jacques Chirac, alors que François Hollande a préféré lui attacher les questions liées à l'énergie, à la mer et les relations internationales sur le climat. Et sous Emmanuel Macron, je pense que vous le savez, l'intitulé de ce ministère est devenu celui de la transition écologique. Je terminerai sur ce point avec l'explication de Frédéric Fogassi, historien et spécialiste de l'histoire politique française, qui affirme qu'ici on peut constater que l'État affiche sa volonté de restreindre le nombre de ministres, ce qui est une constante de la Ve République. On veut essayer de faciliter les transversalités parce que les relations interministérielles peuvent parfois être très compliquées. Alors, on attendait évidemment de la part d'un jeune Premier ministre comme Gabriel Attal du renouveau politique dans son gouvernement, mais finalement, ça n'est pas tant le cas que ça. Dans ce gouvernement, la parité des sexes n'est que formelle, puisque les postes régaliens restent attribués à des hommes. Et puis enfin, beaucoup de critiques ont été émises de la part de la communauté LGBT, puisque de nombreux ministres de ce gouvernement se sont positionnés contre le mariage pour tous. C'est le cas par exemple de Catherine Vautrin ou de Rachida Dati. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite évidemment, comme d'habitude, à la partager, à l'aimer, à la commenter. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!